Pour cette seconde partie de Soir d'Info, nous avons le plaisir de recevoir Mohamed Dieng. Il est cadre du Parti républicain pour le progrès, le PRP de Déthié Fall. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste en HSE. Cela veut dire quoi? Ça signifie Health, Safety, Environment. Alors, on va commencer par l'actualité. C'est la mise en branle, on l'a suivi dans l'édition présentée par Cheikh Ahmed Tidiane Diop, plutôt la mise en branle de la procédure pour la levée de l'immunité parlementaire des deux députés de la majorité incriminés dans l'affaire désormais dite du trafic de passeports diplomatiques. Vous êtes tenté de dire enfin, le garde des Sceaux a saisi le président de l'Assemblée nationale. Enfin? Enfin oui, mais avant d'aborder cette question, vous me permettrez tout d'abord de saluer tous vos téléspectateurs ou auditeurs et internautes qui nous suivent à travers vos différentes plateformes. Mais octobre oblige. Et donc permettez-moi d'abord d'adresser mes hommages les plus appuyés à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui souffrent de cette maladie épineuse qui est le cancer et qui aurait pu être abrégée, dont la souffrance aurait pu être abrégée s'il y avait une politique médicale correcte dans le cadre de la détection de cette maladie-là, de la prévention et puis du traitement. Et de On parlera de santé parce que dans la déclinaison de ce que vous faites, de ce que vous faites, oui, j'ai entendu santé. On va en parler. Mais d'abord l'actualité, comme je vous ai dit, l'affaire des passeports diplomatiques. Alors, il est heureux, même si c'est assez tardif, de voir que le ministre de la Justice garde des Sceaux s'est enfin décidé, a enfin eu le courage de se pencher sur ce sujet-là, afin de redorer tant soit peu le drapeau ou bien le blason de la diplomatie de l'État. Mais vous savez, cela remet encore une fois le débat par rapport au courage, par rapport au sérieux et par rapport à ce que devrait être l'État et par rapport à la répartition des pouvoirs, à la distanciation des pouvoirs. Ces députés-là... La séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, oui, telle que théorisée par Montesquieu. Mais vous savez, ce problème-là des passeports a été posé sur la place publique aux environs du 13 septembre. Nous sommes le 5, à une semaine du 13, à peu près du 13 octobre. Un mois, ça veut dire que moins d'1 mois, à peu près 1 mois, pour que le ministre puisse s'autosaisir, puisse se lever et demander la levée de l'immunité parlementaire de ces députés-là. Or, l'on voit qu'il y a récemment un opposant qui a eu ce problème-là et que cela a été diligenté avec une vitesse éclair. Mais est-ce la même nature, les deux enquêtes? On voit que jusqu'à ce matin, il y a eu des rebondissements dans cette affaire-là, de nouvelles plaintes, on voit de nouveaux ou de nouvelles plaignantes dans cette affaire-là. Est-ce que c'est aussi la nature de l'enquête qui fait qu'ils n'ont pas été... trop vite? C'est parce qu'il y a beaucoup de rebondissements que ça replace toute la pertinence de lever très tôt l'immunité parlementaire de ces députés-là afin qu'ils puissent être attendus et retracer toute la boucle qui est liée à cet incident-là. Mais vous savez, il n'y a pas justice tout en minuscule et justice tout en majuscule. La justice doit être la justice. Il ne devrait pas y avoir une justice des opposants, une justice du pouvoir, une justice des pauvres, une justice des riches. La justice doit être équitable, équidistante et s'appliquer en toute rigueur et en toute responsabilité. Dans l'autre actualité qui nous a secoué ce week-end, c'est l'effondrement de 2 bâtiments, Anne Bel-Air et Guédiawaye. Guédiawaye, une dizaine de blessés, mais malheureusement à Anne Bel-Air, il y a eu 6 morts. Alors, on a suivi aussi le reportage de Chorombar, je pense, dans l'édition Chorombar Ndiaye, où le sous-préfet Djibi Diallo dit que si les normes étaient respectées, on allait tout simplement démolir 2/3 des bâtiments de la capitale. Bon, c'est effarant. Il y a un penseur qui dit que si l'État est fort, nous périssons. Si l'État est fort, nous périssons, mais si l'État est faible, nous périssons. À aucun moment, l'État ne doit être faible. Mais lorsque vous abordez ce sujet-là, cette thématique-là, c'est dans un environnement d'altruisme, de peine que je suis, parce qu'il y a des gens, il y a de nos citoyens, 10, c'est pas négligeable, c'est non négligeable, qui sont morts, qui périssent comme ça, pour des erreurs qui auraient pu être évitées et pour des défauts de délivrance d'actes administratifs. Et cela replace, par rapport à ce qu'a dit le préfet, si on suivait la procédure, 2/3 des bâtiments allaient être détruits. Mais pourquoi la procédure n'est pas suivie? Vous savez, en termes de bâtiments, il y a deux. Il y a la procédure qui est purement technique et il y a la procédure administrative. Par rapport à la procédure administrative, il y a le code de la construction, il y a la loi 2009
important code de la construction qui dit en son article 2, nul ne peut entreprendre sans autorisation administrative tous travaux de construction de quelque nature que ce soit ou apporter des modifications sur des constructions déjà existantes. Et donc par rapport à la délivrance de cette autorisation-là de construction, il y a une panoplie de documents à fournir. Et sur le plan technique, il y a par rapport aux établissements recevant du public ERP, il y a des études techniques qui devraient être faites, que ce soit des études de sol, des études géotechniques, des études géophysiques, pour avoir la pédologie du sol, pour avoir la géotechnique, la mécanique des sols, du sol sur lequel devrait être posé le bâtiment. Après cela, il y a une étude de contrôle. Le travail devrait être transversé au niveau d'un bureau de contrôle pour pouvoir juger si est-ce que cela est bon. Et après cela, il y a les bureaux de construction, d'architectes, etc. Et donc, si l'on retrace la boucle, il est pertinent de se poser la question comment sont posées ou comment sont délivrées ces autorisations de construction. Est-ce que dans ces autorisations-là, ces autorisations sont minées de corruption ou pas? Ça, je n'en sais rien parce qu'il n'y a pas une étude sur elle qui a été faite là-dessus. Mais si cette autorisation de construction-là n'a d'intérêt que pour témoigner que toute construction tributaire de cette autorisation-là est en conformité sur le plan hygiène, sur le plan sécurité, que ce soit la sécurité incendie, la sécurité des sols, l'aération, l'aménagement, l'urbanisme et le cadre de vie, et qu'au finish, que l'on voit des bâtiments 10 ans, 20 ans après s'effondrer, ça pose problème. Et j'ai entendu le sous-préfet dire que l'on peut voir des bâtiments de visu se porter très bien, bien important, et qu'à l'intérieur, il y a des problèmes. Mais qui a la responsabilité morale, constitutionnelle et institutionnelle de faire en sorte que tout bâtiment soit contrôlé et mis en conformité afin d'éviter à nos concitoyens ces pareils sinistres. Et ça, naturellement, ça ne fait que témoigner la culture de nos dirigeants par rapport au manque de sérieux quant à l'évaluation. Parce qu'il y a le Diola, il y a cela quelques semaines, on fêtait l'anniversaire tragique du Diola. Il n'y a toujours pas eu d'évaluation, toujours pas eu de sanctions. Il y a eu le Covid qui est là, toujours pas d'évaluation, toujours pas de sanctions. Il y a ces bâtiments-là qui sont là, toujours pas d'évaluation, toujours pas de sanctions. Le paradoxe également, Mohamed, c'est quand on casse également qu'il y a beaucoup de refus tout autour, on remonte la presse, alors que justement, soit la DESCOS était fondée à faire, l'autorité était fondée à démolir, mais là également, on entend souvent l'opposition dire oui, c'est pas normal que l'on démolisse. Tout à fait. Vous vous rappelez de l'incident, de l'incendie qu'il y avait eu à la Médina, avec ses enfants les enfants talibés, oui. Est-ce qu'il y a eu une suite accordée à ce problème-là? Est-ce qu'il y en a eu? Est-ce qu'il y en a eu? À ma connaissance. Non. Et donc, c'est pour cela que nous demeurons sceptiques quant à la rigueur qui devrait être appliquée en pareilles circonstances. Mais vous savez, l'opposition, nous sommes tout à fait responsables. S'il y a des arguments possibles qui sont posés et qu'il y a toute la procédure respectée, bien évidemment, nous n'hésiterons vraiment pas du tout à appuyer toute initiative prise dans ce sens. Mais vous savez, quand on voit dans des zones qui ne devraient pas être construites, ça veut dire qu'il y a zones non édificantes, comme on les appelle, et qui sont attribuées, et qui ont été attribuées par l'autorité administrative. Quand on voit qu'il y a la corniche, des zones dont le terrain ne devrait pas être attribué, pas du tout. Et l'on voit des grosses pontes de ce régime-là qui attribuent et qui bénéficient de ces parcelles de terre-là. Et donc, il est tout à fait naturel que des citoyens, des badolas entre guillemets, qui n'est pas du tout péjoratif, qu'on appelle ainsi, qui habitent des quartiers dans la banlieue, puissent être réticentes, ces populations-là, quant à la démolition de leurs immeubles. Bon, un dernier point dans le chapitre social, on va après passer à la politique. La journée internationale de l'enseignant, à moins de 2 semaines de l'ouverture des classes, donc, quel est le diagnostic du PRP sur l'éducation au Sénégal? Vous savez, les enseignants, nous, je ne dis pas moi, mais nous leur devons beaucoup, énormément. Car ce sont des gens, des pères de famille, des oncles, des neveux, etc., qui sacrifient leur vie au profit de la nation. Et il y a Guizot, le français, qui s'adressant aux institutions de son époque, disait que l'État vous demande plus que votre vie privée. L'État vous demande plus que le tribut de votre connaissance ou de vos savoirs. L'État vous demande l'homme tout entier. Mais toujours est-il qu'il faudrait également que cet État-là soit assez conscient de la charge ou de l'importance de ce domaine, de ce secteur, pour doter à ces enseignants-là, à ces vaillants patriotes, à ces vaillants soldats du savoir, de la vertu,
des conditions optimales pour qu'ils puissent diffuser, transmettre, transvaser le savoir, la vertu et les connaissances dans chaque tête, dans chaque cerveau de ce pays-là. Et cela a été parfaitement corroboré par la brillante et très grande Mariama Ba, qui disait que les enseignants, ceux de la maternelle, tout comme ceux des universités, déjouant embûches et pièges, plantent partout le drapeau du savoir et de la vertu. Et donc, à mon avis, l'État doit enfin prendre pleine conscience de l'importance de ce rôle-là, de ces gens-là, de cette corporation-là, pour aller très vite dans la résolution de leur plateforme revendicative, pour aller très vite dans leur intégration, pour aller très vite dans leur avancement, afin que l'on puisse vraiment pas du tout, parce que c'est un aspect qui nous déshonore, nous tous, que l'on voit chaque année des mêmes propos, des mêmes problèmes qui se répercutent, les mêmes causes produisant les mêmes effets, que les enseignants sortent toujours dans les rues pour demander leur avancement. C'est ce qui explique la baisse du niveau, niveau à tous les niveaux, entre guillemets. Merci. Il y a une corrélation à tout, vous savez. Mais ces enseignants-là, moi je me dis que si ces enseignants-là étaient mis dans de très bonnes conditions, dans les conditions optimales, pour qu'ils puissent parfaire ou qu'ils puissent exercer convenablement leur rôle, leur métier ou leur stage qui leur a été dévolu par la nation, ils n'hésiteront pas du tout à le faire. Surtout que, malgré les conditions dérisoires dans lesquelles ils sont, les abris provisoires qui pullulent, il y a une épidémie d'abris provisoires dans ces pays-là qui sont devenus définitifs, malgré l'insécurité qu'il y a, malgré les infrastructures qu'il y a, malgré l'insuffisance du matériel d'étatique qu'il y a, l'on voit que ces enseignants-là essaie, tant soit peu, de doter à nos systèmes éducatifs un renom de soi. Et vous me permettez de terminer là-dessus. Pourquoi il y a une corrélation directe entre la prise en compte ou bien le manque de prise en compte des revendications de ces enseignants-là avec le développement du pays? Parce que le futur de ce pays-là sera déterminé par la qualité de notre enseignement au présent. Parce qu'au présent, si nous parvenons à former les meilleurs futurs cadres de demain, les meilleurs médecins de demain, les meilleurs futurs enseignants de demain, les meilleurs ingénieurs de demain, il n'est pas permis de doute que dans 20 ans, dans 10 ans, nous aurons les meilleurs techniciens possibles, les meilleurs ingénieurs possibles pour enfin entamer la marche réelle vers le développement. Alors Mohamed Dieng, vous êtes spécialiste en santé, je l'ai entendu dans votre présentation quand vous avez spécifié ce que vous faisiez. J'avais promis après l'éducation de passer à la politique, mais tout est politique. La santé, donc avec la gestion du Covid-19, vous avez senti notre système de santé résilient ou bien? Je dirais que j'ai senti le personnel médical très résilient, très courageux, très patriote, très soldats qui n'ont pas lésiné. C'est une bonne partie du système. Non mais vous savez... Ils ne sont pas tous seuls le système. Vous savez, c'est comme vous dites, dans une équipe de football, il y a les équipes, les joueurs et il y a l'entraîneur. Oui, le milieu du terrain qui a très bien fonctionné, mais la défense ou le gardien ou l'attaque... Mais là, il est vraiment heureux de constater que nous avons un sélectionneur qui a un problème de coaching, de catching et de management. Nous avons un entraîneur qui a un problème de dispositif tactique. Mais, quelles que soient les carences dans les entraînements, dans les salles d'entraînement, sur la pelouse, sur les équipements de sport, etc., nous constatons qu'il y a des joueurs. Et quand je parle des joueurs, je parle des médecins qui, malgré le déficit de matériel, malgré le déficit de place, malgré le déficit de moyens qui devraient leur être accordés, parviennent, tant soit peu, à redorer le blason de notre système médical, sanitaire, et à contingenter ce virus-là. Et vous me permettrez également, oui, pour terminer, en rendant hommage à ces médecins-là, parce que c'est eux qui nous conseillent de dormir 8 heures, 6 heures de temps par jour. Mais j'en ai vu, durant la pandémie, des jeunes médecins, des vieux, des adultes qui sont dans le système médical et qui peinent même à avoir 2 heures, 3 heures de temps de sommeil. Ouais. Et donc ça, c'est un hommage qui doit leur être rendu en toute humilité et en tout patriotisme.
Alors, politique, avec les locales. Déjà, vous êtes candidat dans une localité? Non, je ne le suis pas encore. Vous n'êtes pas candidat? Pas encore. Déjà, avant de parler de ces élections, vous avez quitté Rewmi pour le PRP. Pourquoi vous n'êtes pas parti tout de suite avec Déthié Fall? Mais c'est bien après que vous l'avez fait. Pourquoi? Mais vous savez, il y a le jeu des temps qui peut se poser. Il y a parfois par rapport... Vous savez, toutes les personnes n'ont pas... Vous n'étiez pas convaincu dès le départ par le projet de Déthié ou quoi? Non, c'est pas ça. Vous savez, toutes les personnes n'ont pas le même temps, n'ont pas le même tempo de réaction. C'est-à-dire que vous pouvez très tôt prendre une décision. Il y en a d'autres qui disent... Non, je ne suis pas un sanguin. Je ne prends jamais de décision à la... Non. Donc il y a certains qui peuvent très tôt prendre des décisions, Oui. même si que prendre très tôt une décision ne veut pas dire être sanguin. Parce que cela peut également prédisposer à avoir une certaine prédisposition intellectuelle ou d'anticipation. Mais moi, dans ma démarche en tout cas, j'avais opté... J'étais resté parce que j'avais un peu vu flou. Peut-être que le président Déthié Fall avait eu des informations dont moi je ne disposais pas, avait eu cet éclair dans la réflexion dont moi je ne disposais pas. Et quelques temps après, constatant un décalage profond entre ce à quoi je m'attendais et ce à quoi, à ce que l'on m'a présenté, je n'ai vraiment pas hésité du tout à me décaler, à me détacher de cela pour être en conformité. Aller rejoindre le PRP? Non, pas cela. Pour être d'abord en conformité à mes principes, à mon leitmotiv et pour ce à quoi je m'étais engagé dans la politique, qui est être au service exclusif de mes concitoyens, où qu'ils soient, partout où ils soient et quoi qu'ils fassent. Alors pour ces locales, des investitures à risque pour Yewwi, parce que PRP est membre de la coalition Yewwi. À Saint-Louis, par exemple, pour votre leader Déthié Fall, comment est-ce qu'il va faire avec Abba Mbaye qui est dans la même coalition, qui est khalifiste, qui déclare sa candidature, Cheikh Bamba Dièye également, ancien maire de Saint-Louis, qui déclare sa candidature. Comment est-ce que vous allez régler ou trouver un consensus? Bah mais, vous savez, parlant du président Déthié Fall, du président Abba Mbaye, etc., je parlerai d'abord du président Déthié Fall. Qu'est-ce qui a motivé? Parce qu'il est important également d'éclairer la lanterne des Sénégalais. Il est candidat à Saint-Louis. Bon, mais je reviendrai là-dessus après. Il est important de briser la lanterne des Sénégalais. Pourquoi j'ai décidé d'opter pour le Parti républicain pour le progrès. Oui, très rapidement. Et pourquoi j'ai décidé d'avoir comme leader le président Déthié Fall. Vous savez, mon choix a été porté sur deux rubriques fondamentales. Il y a la personne, d'abord la personnalité du président Déthié Fall qu'il incarne, au vu de son parcours académique, technique, et au vu de son parcours professionnel, étant industriel, ingénieur de haut niveau, black belt, 20 ans dans l'industrie, pour avoir développé, pris une entreprise du néant et la mener pour être l'un des champions dans l'agro-industrie en Afrique, au Sénégal et en Afrique. Et sur le plan politique, pour avoir eu également tout ce background politique et mener tous les combats patriotiques depuis 2004 jusqu'à nos jours, étant dans l'opposition aux côtés des Sénégalais et dans le travail de la résolution de leurs problèmes. Alors, je vous disais, je reviens à la question, à Saint-Louis, comment ça va se passer? Est-il candidat? Et sinon, comment il va faire avec Abba Mbaye et Cheikh Bamba Dièye, qui sont déjà candidats? Vous savez, je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute quant à la maturité et quant au sens de l'intérêt général de ces leaders-là. Si ces leaders-là, quelles que soient les divergences voulues par certains, ont pu mettre à terre tout cela et s'élever au-dessus de leur ego, au-dessus de leur ambition, pour mettre en place l'une des plus grandes coalitions politiques de ce pays-là, la plus grande coalition de ce pays-là à l'heure actuelle, je ne doute aucunement qu'ils trouveront également la sagesse et la maturité nécessaires pour mettre au-devant Saint-Louis, pour mettre au-devant la République, pour la résolution des problématiques ou des problèmes de ces concitoyens. Je ne vais pas trop insister, on est pris par le temps, c'est fini, mais une question qui ne pouvait manquer. Vous êtes jeune, l'emploi des jeunes, l'approche du PRP donc pour lutter contre le chômage des jeunes. En une minute. Non, en une minute, vous savez, nous le PRP, nous sommes actuellement dans l'état du diagnostic et nous sommes en train de parcourir le Sénégal et là même je me réjouis des adhésions que l'on voit un peu partout au Sénégal, au Fouta, en Casamance, dans le Fouladou, qui viennent adhérer au PRP, au principe du PRP qui est ensemble, prospérité et paix, pour aller vers le progrès de la République. Et en ce sens, nous sommes en train de parcourir chaque région, chaque département, chaque commune, chaque quartier, chaque concession, et nous le ferons
pour prendre de façon précise et nette les préoccupations de ces citoyens, de nos concitoyens, et donner les solutions les plus architecturales et les plus précises, les plus pointues possibles, les plus smart possibles, pour aller très tôt, très vite vers le progrès de la République, dans la prospérité et dans la paix. Merci beaucoup Mohamed Dieng. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Tout comme Madame Sokhna Mariam Mbacké, porte-parole du collectif des propriétaires des immeubles démolis, des HLM Maristes, malheureusement prise dans les embouteillages. Elle n'est pas arrivée à temps pour la première partie, mais ce n'est que partie remise la semaine prochaine, très certainement. Donc Sokhna Mariam Mbacké. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média.